Bonjour à tous, bienvenue sur Light Tips, le podcast de l'informatique décomplexée présenté par Sainovo Group. Pour ce deuxième épisode, nous allons vous parler des points relatifs à l'informatique et à la technologie de l'information, donc à l'IT, auxquels vous devez penser lorsque vous souhaitez créer votre entreprise, donc que ce soit une auto-entreprise, une start-up, une TPE, peu importe. Et du coup, pour avoir les meilleurs tips sur le sujet, je suis accompagnée de notre consultant IT Solutions, Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour Maël. Pour commencer, il nous paraissait assez important d'expliquer le choix du sujet, parce que souvent quand les professionnels ou les personnes qui veulent se lancer pensent à l'informatique, tout de suite elles pensent compliqué, difficulté, alors qu'en réalité l'informatique c'est un outil qui peut être très simple et qui peut être très très bénéfique pour votre entreprise si vos besoins ils sont anticipés et pris en charge dès le départ. Donc l'idée c'est vraiment de s'y prendre le plus tôt possible dès la création de votre société ou de votre entreprise, afin que vous ne soyez pas bloqué par la suite parce que vous avez le mauvais outil ou une mauvaise gestion de votre informatique ou que votre prestataire ne correspond pas à vos besoins ou vos attentes. Je tiens à préciser, oui tout à fait, je te rejoins Maël, mais que l'informatique reste principalement un outil d'aide à votre activité principale. L'informatique aujourd'hui est omniprésente dans les structures, peu importe leur taille comme tu disais avant, ou peu importe le secteur d'activité. L'informatique doit être un outil d'aide qui doit être le mieux calibré possible au début pour que l'aide se fasse le mieux possible. C'est ça, donc l'idée c'est que vous preniez le temps de vous poser et de réfléchir à tous les besoins que vous pouvez avoir en matière d'informatique, de numérique ou même de digital et de faire un peu une liste de tous ces points auxquels vous devez penser afin de vous faciliter le travail. On en a sélectionné quelques-uns pour vous qui sont à nos yeux les plus importants, les essentiels quand vous souhaitez créer votre entreprise. Donc on va commencer par le premier point. Pour toi, qu'est-ce qui te semble le plus important, la chose à laquelle il faut penser en tout premier quand on veut créer son entreprise ? Alors pour moi, la première chose à laquelle il faut penser, ça va être déjà par rapport au secteur d'activité de la société. Faire une analyse un petit peu de l'existant, enfin de ce qui existe en tout cas sur le marché par rapport à ce cœur de métier. Également regarder un petit peu ce qui est nécessaire d'avoir en outil informatique, que ce soit un outil de facturation par exemple, un outil de suivi, une gestion des mails, enfin voilà, vraiment poser cette partie-là pour essayer de comprendre voilà, où l'informatique peut nous aider, peut nous accompagner du coup dans la création de structures et surtout comment l'informatique peut aider la société à se développer. Voilà, ça nous permet d'avoir un peu une vision d'ensemble de ce dont on a besoin et de ce qui va nous permettre d'évoluer plus rapidement et plus facilement au fur et à mesure des années. Donc une fois qu'on a fait cette liste, qu'est-ce qu'il peut y avoir justement en premier ? Alors en premier lieu, de toute façon, c'est un petit peu ce qu'on pense dans tous les cas, c'est d'abord de trouver un nom, une marque pour sa société. Mais il faut également penser justement au nom et à la marque de cette société d'un point de vue numérique. Je m'explique. Il est important d'avoir un enregistrement du coup de nom de domaine afin de réserver son nom de domaine et pas que quelqu'un puisse le prendre entre temps. Et également assurer en tout cas ou prévoir un hébergement web pour un futur potentiel site web si site web il devait y avoir pour la société. Mais l'enregistrement du nom de domaine est vraiment important parce que ça va vraiment être la vitrine de la société sur internet au niveau numérique. Et donc il faut un nom qui corresponde au nom de la société, sinon c'est pas cohérent et on peut perdre les clients. Oui, donc en fait ça peut être par exemple l'équivalent du point de vue légal et juridique de déposer son nom à l'INPI, mais pour une façon plus informatique. Une fois qu'on a choisi notre nom de domaine et qu'on sait si on va héberger notre site internet par la suite, comment on va gérer toutes ces données ? Du coup, ce qui va être intéressant, et là on va reprendre un petit peu un cadre légal qui vient par rapport au RGPD, donc qui est le Règlement général sur la protection des données personnelles. Le RGPD dit de toute façon que dans la loi, parce que c'est une loi européenne, on doit collecter uniquement les données nécessaires dans son activité. Et donc, pas des données personnelles. Données personnelles, on peut, mais si elles sont justifiées en fait par une activité du coup de la société. En l'occurrence, je vais prendre un exemple. On peut avoir une carte de fidélité dans un magasin pour avoir des réductions le jour de son anniversaire, mais cette carte de fidélité par rapport à l'anniversaire n'a pas besoin de mentionner l'année de naissance, parce que c'est juste le jour et le mois qui vont être importants pour faire bénéficier d'une promotion au client. L'année de naissance n'est pas forcément utile. Donc ça, par exemple, d'un point de vue RGPD, c'est une donnée qui n'est pas forcément à collecter ou à conserver, en tout cas en l'état. Donc ça va être vraiment cette partie gestion des données, donc savoir ce dont on a besoin, pourquoi en faire et où elles vont être stockées.
C'est-à-dire, au moment où on a défini si c'est une donnée qui doit être plutôt accessible rapidement, est-ce que c'est une donnée qui est plutôt une donnée d'archive? Parce qu'il y a aussi différents principes par rapport à ça. Oui, il y a des données qui peuvent être stockées que pendant une certaine durée. C'est ça, typiquement un CV est à conserver que 2 ans, parce qu'après on part aussi du principe qu'au bout de 2 ans, de toute façon on espère que la personne, son CV a évolué, Ouais. sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt à le conserver. Mais en tout cas, il y a toute cette partie-là du coup de gestion des données qui sera important à prendre en compte. Du coup, il y a aussi toute une part de sécurité. Comment on va sécuriser toutes ces données, comment faire attention à ce qu'on ne soit pas piraté. Tout à fait, alors pour ça il existe plusieurs mécanismes. Il y a des mécanismes dits entre guillemets physiques, donc d'intrusion comme on peut connaître des alarmes, des caméras, si maintenant on a des données papier par exemple, parce que les données papier, même en 2023, elles existent toujours. Mais principalement, quand on parle de sécurité physique, ça va être des sécurités informatiques physiques. Je m'explique, on peut par exemple mettre en place des pare-feux. Donc un pare-feu, c'est un boîtier en fait qui va se placer entre la box internet et le réseau local client. Ok. Et ce pare-feu en fait va permettre de filtrer les connexions entrantes. Donc en cas de problème, en cas d'attaque par exemple, en fait le pare-feu va réussir à faire le filtre et à bloquer la plupart des attaques pour pas que quelqu'un puisse rentrer dans la structure facilement. Ce pare-feu a aussi un autre avantage pour la sécurité des données, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place par exemple dessus un VPN. Le VPN du coup c'est ce qui va permettre de se connecter à distance sur l'infrastructure du client pour accéder aux données. Parce que si on laisse les données ouvertes sur internet, on a potentiellement beaucoup de risques de se les faire récupérer. Que si maintenant on passe par des sécurités comme ça, comme un VPN par exemple, ou comme un pare-feu, si on passe par ce genre de mécanisme, du coup on s'affranchit déjà d'une grosse sécurité. Oui, et après il y a tous les processus aussi informatiques qu'il faut mettre en place. Par exemple, pensez à faire les mises à jour de vos appareils, vérifier que vos mots de passe sont assez forts et Tout qu'ils à fait, protègent bien vos données. les changer régulièrement, ces mots de passe. Il existe aussi un mécanisme un peu moins connu, en tout cas dans la partie informatique, mais qui est le principe de crypter, entre guillemets, les données sur les PC. Je m'explique, il existe BitLocker, ça s'appelle, c'est quelque chose qui est développé par Windows, qui est natif à tous les PC portables. C'est quelque chose qui est à mettre en place, entre guillemets, simplement, parce qu'au final, ça va permettre de crypter en fait le disque dur si le PC venait par exemple à être perdu ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va vouloir se connecter sur le PC, on n'aura pas l'accès au mot de passe. Un mot de passe Windows pour un PC qui n'est pas dans un domaine, du coup, c'est facile à pirater. Mais si maintenant le mot de passe est compliqué à pirater et que le PC est récupéré par quelqu'un mal intentionné, qu'il enlève le disque dur et qu'il le branche pour récupérer les données, du coup, s'il y a le BitLocker, le disque dur en tout cas ne sert à rien. Il n'est pas accessible parce que c'est une clé qui est très sécurisée. C'est une clé qui n'est pas stockée sur le PC, qui est stockée à part. Et donc, la personne qui voudrait récupérer le disque dur du PC ne pourrait rien en faire. Oui, il aurait forcément besoin de la clé pour pouvoir décrypter. C'est ça. Et comme on sait qu'actuellement, on a beaucoup de mobilité avec la mise en place du télétravail, avec la mobilité même des personnes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de PC portables qui ont été vendus. Il y a de moins en moins de tours, en tout cas de PC tours. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de perdre son PC dans le train ou même à la maison, qu'il arrive quelque chose au PC. Donc pour se prémunir de ça, BitLocker c'est vraiment une bonne solution. Après, un antivirus, très important d'avoir un antivirus fiable également. Alors je sais que dans le monde du public, on va pouvoir utiliser un antivirus gratuit entre guillemets. Dans le monde pro, il vaut mieux éviter, dans le sens où il y a des mécanismes vraiment d'antivirus qui sont là pour aider, pour accompagner et pour déceler les potentielles menaces qu'il peut y avoir sur le PC et des assaillants. Donc du coup, un antivirus c'est vraiment important et il faut avoir un antivirus qui permet vraiment de protéger le PC. Contenu, ouais. Donc plus on touche à une activité qui collecte des données sensibles ou personnelles ou ce genre de choses, plus il va falloir faire attention et prendre un antivirus performant, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et puis je vais même aller plus loin, c'est qu'on touche à des données sensibles ou pas, dans tous les cas, la première porte d'entrée de toute façon d'un système informatique, c'est l'utilisateur. Et c'est l'utilisateur donc au travers de son PC, de son poste de travail. Donc si on sécurise au maximum le poste de travail, on s'évite aussi les négligences des utilisateurs parce que des fois il y a des manques de formation, des manques d'accompagnement sur les utilisateurs. Et donc forcément c'est un peu plus compliqué de s'en sortir. Mais en sécurisant un maximum le poste de travail, on réduit en tout cas beaucoup le risque. Ça, donc au-delà de bien s'équiper, de bien équiper entre guillemets votre matériel, il faut penser aussi à bien former vos utilisateurs, à faire des mises à jour avec eux ou des sessions de formation avec eux assez régulièrement pour qu'ils soient bien sensibilisés à tout ce qui est sécurité informatique
ne pas communiquer les mots de passe ou le mot de passe et le nom d'utilisateur sur le même canal. Voilà, donc il y a des mécanismes comme ça qui peuvent être mis en place, et un mécanisme de garantie en tout cas d'intégrité des données. On peut également avoir le mécanisme de sauvegarde. Ouais. Donc ça peut être la sauvegarde complète du PC, ça peut être une sauvegarde via un cloud, ça peut être un stockage dans un cloud sauvegardé. Voilà, il y a plein de mécanismes. En tout cas, la règle, on va dire, principale d'un système de sauvegarde, souvent ce qu'on considère, c'est la règle du 3-2-1. Donc 3 sauvegardes, 2 supports différents et un à l'extérieur. Ce qui veut dire, par exemple, avoir une sauvegarde qui se fasse tous les jours, plus une sauvegarde qui se fasse tous les week-ends, plus une sauvegarde qui se fasse tous les mois. Comme ça, du coup, là, on a 3 mécanismes de sauvegarde. Ouais. 2, c'est-à-dire donc 2 supports différents, on peut l'avoir une fois sur un serveur et en plus copier sur un disque dur ou sur un NAS par exemple, Okay. et une à l'extérieur. Du coup, ça veut dire que le NAS devrait être à l'extérieur, ou alors on prend son disque dur, on l'emmène à l'extérieur, ou alors on fait une sauvegarde sur un cloud. Ouais. Et là, du coup, on a le principe de l'extérieur. Et l'extérieur, c'est souvent pour des problèmes de sécurité, par exemple incendie ou choses comme ça, ou inondation, où là, du coup, Oui, si on a tout, si au on a même tout endroit, en interne, y a tout qui est fichu Y a et pour pas d'intérêt. récupérer, ça sert plus à rien, quoi. tout à fait. Justement, en parlant de sauvegarde, faut bien choisir son infrastructure, que Tout ce à soit fait. en interne. Alors il peut ou y en avoir externe. les mêmes principes un petit peu qu'on connaît, hein, c'est l'infrastructure hébergée, du coup, donc chez un partenaire prestataire, et l'infrastructure on-premise, ce qu'on appelle, du coup, donc c'est l'infrastructure qui va être vraiment chez le client. Donc là, c'est pareil, en fonction du besoin, en fonction des coûts également, parce que c'est pas les mêmes coûts entre les deux. Donc en fonction des différents besoins, il peut y avoir quelque chose une tendance qui va se dessiner un petit peu entre est-ce qu'il vaut mieux que j'ai une infrastructure locale ou est-ce qu'il vaut mieux que j'ai une infrastructure hébergée chez un prestataire. Ça dépend aussi, je pense, des compétences des collaborateurs, parce que si c'est en interne, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un collaborateur capable de gérer toute l'infrastructure qu'on a à notre disposition en interne, et qu'on soit sûr qu'il puisse la réparer, l'entretenir, faire la maintenance. C'est ça. Alors, ou avoir quelqu'un en interne, en tout cas, qui peut résoudre les problèmes quotidiens, et ensuite il peut y avoir un partenaire, du coup, qui peut accompagner même une infrastructure locale, mais c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu de compétences au moins pour assurer les mises à jour, assurer le suivi un petit peu du serveur, parce que le serveur ne grossit pas trop vite non plus, parce qu'un serveur, il a aussi un stockage dessus, et si le stockage arrive à saturation, il faut penser à anticiper et le changer. Donc oui, il faut un petit peu de suivi. L'infrastructure locale, du coup, doit être suivie. Maintenant qu'on a vu un peu la partie très technique de l'informatique, vraiment comment structurer un peu vos infrastructures, vos process de sécurité, il faut aussi penser que vous allez avoir besoin de communiquer et de collaborer, que ce soit entre collègues si vous êtes plusieurs à vouloir créer votre société, ou même avec vos clients, parce qu'il faut bien réussir à communiquer avec eux pour les atteindre. Et du coup, il va falloir penser à tous ces outils de communication dont vous allez avoir besoin. Ça peut être par exemple de la téléphonie. Tout à fait. Alors la téléphonie d'entreprise, c'est quelque chose qui est un petit peu oublié maintenant depuis l'arrivée des smartphones, et on se dit tout le monde est mobile, donc tout le monde a un 06 ou un 07. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que potentiellement c'est des coûts qui sont également en plus, avec du matériel en plus, parce qu'il y a le smartphone, il y a tout ça. Alors que la téléphonie d'entreprise, du coup, par exemple, permet d'avoir un vrai plan d'appel, du coup, qui correspond à la société. Ce plan d'appel, il permet aussi aux utilisateurs qui vont appeler avec leur smartphone, parce qu'il y a des applications mobiles qui existent pour la téléphonie d'entreprise, qui permettra à l'appelant d'appeler avec son numéro d'entreprise. À savoir que d'appeler avec son 06 ou son 07, même si c'est un smartphone, il appellera avec son 03 ou 04 ou 02 à partir de l'application mobile. D'accord, donc avec son téléphone, il peut avoir son numéro personnel, donc 06 ou 07, plus grâce à l'application, avoir son 03 professionnel enregistré dedans. C'est ça, et pour le droit à la déconnexion, par exemple, c'est très simple, parce que on peut désactiver l'application quand on n'est plus connecté, et donc on n'a plus accès aux appels, en tout cas, de la société. Et avec ça, justement, il faut pouvoir collaborer avec ses collaborateurs, ses employés ou ses collègues. Donc pareil, il faut des outils qui permettent de collaborer, de travailler en équipe ou tout seul, de pouvoir stocker ses fichiers. Tout à fait. À l'heure actuelle, l'un des outils les plus connus sur le marché, ça reste Microsoft Teams, qui prend vraiment les basiques, on va dire, d'une société d'un point de vue communication et collaboration, et qui permet en fait d'avoir un agrégat de plein de solutions autour qui permettent justement de répondre à pas mal de besoins, on va dire, des sociétés actuelles. Et du coup, depuis tout à l'heure, on vous parle d'applications, de mode SaaS, de cloud,
de plein de choses qui sont désormais utilisées avec une connexion internet ou en ligne, ce qui implique forcément que votre société ou votre start-up ou votre TPE ait une bonne connexion internet. Parce que tous ces outils sont accessibles grâce à internet, donc pas forcément si votre connexion ne suit pas, c'est compliqué de pouvoir rester productif. Alors c'est vrai que la partie connexion internet, alors il y a beaucoup de choses qui sont développées ces dernières années. Les opérateurs d'infrastructures, donc Orange, SFR, Bouygues Télécom, ont vraiment développé de plus en plus la partie fibre. Donc là, il y a bientôt, on va dire, une très bonne partie du territoire, en tout cas français, qui sera couvert par la fibre. Donc il y a un peu moins de problèmes ou de zones blanches, en tout cas comme on pouvait avoir avant. Mais c'est sûr que la connexion Internet est très importante. À l'heure actuelle, il existe des technologies comme le satellite, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas de connexion Internet filaire, on va dire fibre ou ADSL disponible chez eux, des personnes ou des villages ou des villes un petit peu isolées, donc via satellite ou alors via 4G ou 5G. C'est vrai que c'est des technologies qui ont fait leurs preuves au fur et à mesure. On a des débits qui sont très corrects, et pour les structures qui n'auraient pas par exemple d'accès à la fibre ou à la DSL, ça peut être une bonne alternative. Une bonne alternative, tout à fait, parce que ça permet quand même de rester connecté au monde, entre guillemets, qui nous entoure, et de pouvoir continuer à travailler sereinement, comme tu disais justement Maëlle, avec les outils en mode SaaS ou avec la téléphonie par exemple qui passe par Internet. Ouais, qui passe par Internet, oui. On commence à arriver vers la fin de notre checklist. Tous ces points nécessitent peut-être plus ou moins des compétences et une certaine expertise, ce qui implique soit un collaborateur ou que vous-même ayez des connaissances très approfondies en informatique, ou alors il va falloir passer par un prestataire informatique, et dans ce cas il va falloir bien choisir ce prestataire informatique. C'est ça. Je pars toujours du principe que chacun son métier, entre guillemets, et s'il y a des gens qui maîtrisent, autant les utiliser pour gagner du temps, pour gagner en efficience, pour gagner... pourquoi pas aussi faire des économies, parce que des fois, en faisant beaucoup de tests, on peut perdre de l'argent. C'est ça, oui. Voilà. Et si les gens ont déjà une expertise là-dessus, ou en tout cas des connaissances ou des compétences pour vous accompagner là-dessus, autant les utiliser. Oui, c'est ça. Puis le fait d'avoir un prestataire qui peut potentiellement gérer plusieurs pans de l'informatique, ça permet aussi d'avoir toutes les informations centralisées au même endroit, un suivi plus personnel. Un interlocuteur unique, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc tout à si fait. on a un problème... C'est ce qui est cherché de plus en plus pour... petit retour d'expérience en tout cas que j'ai eu par rapport aux clients que j'ai rencontrés. C'est vrai que de plus en plus on est dans une philosophie où on va chercher un interlocuteur unique, surtout quand on a confiance en lui. C'est ça. Donc à partir du moment où on a confiance et qu'il nous propose les solutions adaptées à sa structure, du coup c'est intéressant d'avoir un prestataire en qui on ait confiance et qui permet de gérer les différents points et qui soit justement interlocuteur unique. Et du coup, on va arriver à notre dernier point qui est bien choisir son matériel et les outils adéquats. Donc, depuis tout à l'heure, on vous parle de plusieurs outils, de plusieurs infrastructures, d'outils de communication, de collaboration, même tout bêtement d'un ordinateur portable ou d'un téléphone, d'un smartphone. Il va falloir bien chercher les références qui sont les plus adaptées à vos besoins. Tout à fait, et puis on part toujours du principe que plus il y a de puissance, mieux c'est. C'est un petit peu la logique informatique, mais et forcément qui dit plus de puissance dit plus cher. Mais il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent derrière pour juste avoir ce dont on a besoin. Et parfois se contenter de ce dont on a besoin, ça peut suffire. Et souvent c'est un petit peu ce qui est pas forcément fait. Et là encore une fois, du coup le prestataire ou le partenaire peut accompagner du coup sur ces différents points en proposant des solutions adaptées et adéquates du coup comme tu disais aux outils et au matériel, et avoir aussi des correspondances entre les différents matériels, parce que du coup qui dit acheter un PC dit qu'il faut potentiellement aussi acheter des écrans externes, acheter une station d'accueil, acheter un clavier souris pour que ce soit plus sympa quand même que de travailler sur le clavier du PC portable. Voilà, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte, et c'est vrai que le choix du matériel est très important, parce que c'est l'outil de travail numéro 1 en tout cas dans la société. Donc il faut quand même avoir quelque chose qui soit de bonne qualité et qui réponde à vos attentes. Du coup, on arrive à la fin de notre liste. Alors bien évidemment, cette liste est non exhaustive. Chaque société et chaque cœur d'activité est très différent avec ses propres besoins et ses propres expertises. Donc on a essayé d'aborder des points les plus importants, les plus généraux. Les plus globaux, tout à fait. Vraiment, voilà, d'aller à l'essentiel auquel vous devez absolument penser quand vous vous lancez.
Mais c'est pas une liste exhaustive où si vous avez tout ça, vous êtes sûr que tout est bon. Non, comme on le disait en point numéro 1, il faut absolument que vous analysiez vos besoins et les besoins de votre activité. C'est très important. Donc vraiment, posez-vous, faites la liste, utilisez Lighttips pour commencer votre liste et avoir les points les plus importants. Et le reste coulera de source. Je dis un grand merci à Gaëtan d'être venu. Merci de m'avoir invité. De nous avoir partagé tous ces tips de mon côté. J'espère que cette checklist vous servira dans vos futurs projets professionnels. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Lighttips. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Encore merci à Gaëtan d'être venu aujourd'hui et à très bientôt.